un logiciel qu'on a. Il est un peu long. Il est très long. Voilà. Il est arrivé et donc il se veut. Ah, c'est ça. Fin des notes. Donc là, pour que vous compreniez bien l'exemple, je vais faire ça ici, et pardon, ça ici. Je vous explique, simplement je dois le préparer pour que ce soit plus facile à lire pour vous. Alors, nous avons ici un extrait purement musical de la main gauche de Chopin, l'étude numéro 12. Je joue encore une fois. Et là, vous voyez la forme graphique qu'il a, sur les notes qui descend dans le temps. Okay, et ici, vous avez une courbe complètement faite au pif, une autre courbe. Et ici, vous avez quoi? Vous avez une troisième courbe. En fait, qu'est-ce que je veux faire? L'idée est la suivante. Je veux perturber l'original du Chopin, ça, avec une courbe. Okay, alors, si je fais une toute petite perturbation, en fait, je ne la perturbe pas du tout. Je obtiens la même chose. Si je fais une peu plus grande perturbation, vous allez voir. Hein. Vous voyez que là, il a changé, en gardant beaucoup de la morphologie du départ, mais perturbé par un autre. Vous allez voir, je vais arriver. Et ça sonne comme ça. Non, ça sonne comme ça. Si je fais beaucoup plus de traitement, graphiquement, vous voyez qu'il est très perturbé. Okay, et on voit l'origine de la perturbation, si on voit la chose perturbante, okay, et musicalement ça fait ça. Maintenant, on va écouter 10 perturbations progressives, et après on en discute. Hein. Donc là, j'ai copié-collé 10 variations obtenues par perturbation. On est déjà dans la musique, là. On n'est pas dans le transfert, est-ce que les sons sont dans la musique ou pas. C'est un faux piano sur des notes. Mais c'est assez clair, le processus que j'ai mis en place. Si je vous joue par contre, ça c'est un exemple assez pratique de processus de transformation par perturbation. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir, nous, dans tout ça? Il faut retenir la chose suivante. En fait, la perturbation dans le monde de la morphologie, et qui existe, ça Goethe l'avait découvert bien avant nous, en tout cas compris avant nous, ça s'appelle des techniques, le mot n'est pas très beau, des morphoses. Dans la métamorphose est le plus connu, okay, de morphisme aussi, là, peu importe. Le langage n'est pas, dans la morphologie, malheureusement, le langage n'est pas une vogue. La notion de morphose ou de morphisme. Et les plantes, c'est typique dans les plantes. Vous prenez deux plantes, vous les mettez vraiment rapprochées, bah, elles vont changer l'une en fonction de l'autre parce qu'elles se perturbent. Okay, vous allez dans n'importe quelle forêt, vous regardez des plantes d'origine différente comme elles sont, et vous regardez qu'est-ce qu'il y a autour, bah, ils s'adaptent au contexte, mais en fait ils s'adaptent tout seul, que le contexte déforme la plante qui déforme le contexte. Donc cette notion de déformation réciproque, c'est celle qui est appelée, pour que vous sachiez, morphose ou morphisme. Nous on va l'appeler perturbation. Okay, une chose qui perturbe l'autre.
C'est-à-dire, on peut parfaitement demander, il y a un outil qui fait ça d'ailleurs, qui est le Blender, ça s'appelle le Verdorf, non? Je ne comprends pas là. Il y a un outil qui fait ça dans tempo réel et qui fait ça, qui fait la synthèse croisée à temps réel, le mixeur. Hein. Ah, le mixeur, je ne m'en suis pas sûr. Ah, vous l'avez jamais utilisé? Il fait exactement ça. Vous prenez un son et il prend un autre son qui va perturber le premier. Okay? Et vous pouvez obtenir combien de perturbations? Tout ce que vous voulez, parce que vous avez des paramètres de dire combien je veux le perturber. Okay? Ils sont aussi connus comme technique d'hybridation. Le mot hybridation, je dis, il n'y a vraiment pas d'uniformité dans le langage, donc c'est la même chose. Mais pour nous, c'est un peu plus clair, je pense, pour les informatiques, de les nommer comme perturbation. Et après, là, on approche la fin. Et Internet, c'est génial parce que moi, je me demande combien de temps les gens passent pour faire la suite que vous allez voir. Parce que ça prend un temps fou quand même. Hein. Bon. Alors, là, on change complètement, et c'est la notion de contraste. On a vu. Donc, les paradigmes, est-ce qu'on arrive à les nommer? Il y a la notion des modèles, transfiguration, transformation, développement, processus, là, je me rappelle plus par cœur, forme, figure, texture, c'est bien voir. Et maintenant, il y a l'autre qui est la notion de contraste, ou diversité d'identité, ou appelez ça comme vous voulez, contraste, c'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez donc, et on a vu bien qu'un chien et une fille, c'est des choses complètement différentes, sont complètement contrastées, donc vous pouvez parler des distances morphologiques. Et là, on va voir une chose. On a des ours, qui sont bien gentils. Okay? On a d'autres, qui sont aussi mous et aussi gentils. Et là, il y a un ours, qui est aussi gentil que les autres, et un pingouin, pour faire ça, ça va prendre des heures à faire. Parce que déjà un pingouin avec des savages, j'avais vu de ma vie, et c'est un ours, ça non plus. Mais regardez un peu, donc là, ça, on est dans la théorie de l'information. C'est pas des montages, ça? Mais bien sûr. Je pose la question quand même. Mais forcément. Bien sûr, hein, c'est des montages quand même. C'est encore un enfant. Ça, c'est Bertrand et l'autre Joël, mais on les a déguisés pour faire ça. Mais bien sûr. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Regardez la chose. Si on regarde le niveau. Bon, je ne sais pas. Mais regardez la chose importante ici. L'unité. Regardez que l'ours, entre cette scène et cette scène, il y a 3 ours qui sont plus ou moins mous, disons, endormis, gentils. Ils ne sont pas agressifs, pas en train de chasser quelque chose. Là, ces 3 ours, ils sont tellement mignons qu'ils sont encore plus doux et plus gentils, etc. Donc, unité d'information, pas de malgré le fait qu'il y a certains contrastes parce que c'est des animaux différents, dans des postures différentes, on peut trouver une identité dans la posture. Un autre ours qui est encore plus gentil, mais il y en a un, mais il y a un fort contraste. Il y a un pingouin qui fait quelque chose de complètement différent. Mais c'est pas fini. Il va le faire. Hein? Ça, c'est un exemple excellent. Je ne sais pas qui l'a fait. Moi, je l'ai copié, je l'ai trouvé sur Internet, en faisant des recherches. Je ne me rappelle même plus quand je suis tombé là-dessus. Chercher sur la théorie de l'information. C'est-à-dire, quel est l'élément plus contrasté là? Je sais pas pour moi, bon, ça c'est absurde, mais dans l'absurdité, celui-là, pour moi, c'est encore plus absurde. Hein? C'est-à-dire, un petit sac. C'est-à-dire, là, l'absurdité est bizarre, mais on dit il dort, il va le réveiller. Et celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Les courses? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire mon chéri, tu m'as oublié. Là, on est dans un exemple dont. Voilà. On est dans un exemple dont la notion de contraste, ici, est très forte parce qu'on a. Ici, elle est très forte parce que nous avons un animal différent qu'un autre, dans une posture complètement différente que l'autre. Voilà. Mais ici, on a un contraste qui est donné par. C'est aussi les 2 pingouins ont un contraste fondamental. Vous comprenez? Si on vient dans la métaphore musicale, on peut avoir des sons, donc disons des ressemblances, comme on avait vu de la distance morphologique qui nous permet de les comparer. Et après, on peut dire, dans un enchaînement de sons, là, il faut mettre un contraste assez important. Ok? Donc la notion de contraste, comme, non pas de diversité, parce que la distance morphologique fait déjà ça. Mais la distance morphologique, on pourrait dire, elle est hors temps. On écoute un son, on en écoute un autre, on dit, bon, ils sont plus ou moins éloignés, plus ou moins proches. Tandis que là,
on veut que dans une certaine continuité, donc ce que je vous ai montré ici, on parle de ces ours comme ça, après ceci, après cela. Hein, c'est-à-dire qu'on peut demander aux enfants de travailler sur la notion du contraste, faire quelque chose qui est radicalement ailleurs, qui peut utiliser des sources différentes. Là, on a passé pingouin, donc on a un pingouin avec un ours, c'est très différent, mais parfois avec des sources semblables aussi complètement différentes. C'est qu'une question d'agencement des choses. Et là, je crois qu'on approche de la fin, c'est ça. Donc là, on est à la toute fin. Donc le dernier paradigme, ça c'est très complexe. Mais, le dernier paradigme. Je suis italien, j'adore la peinture italienne et la Renaissance, donc ça c'est l'école d'Athènes de Raphaël qui a à le musée Vatican. Et bon, donc, lui, qui est dans l'artiste qui s'est mis d'Aristote, donc il a fait l'école de il a peint les plus grands philosophes. On n'a jamais vu de portraits, mais en tout cas il sait les inventer, c'est pas grave. Je vous pose une question. Donc, si vous voyez Rodin n'a rien fait d'autre que copier ça. Hein. La question est la profondeur. Un autre paradigme. Donc, un enfant il peut. La notion de profondeur, je ne sais pas quel âge il peut la développer, mais il peut la développer. Quelle est la notion de profondeur dans ce tableau, dans ce fresque? Le premier niveau, on peut dire, oh, Mavoni est naze parce que ça c'est un fresque, c'est bidimensionnel, ça c'est que de la peinture, c'est pas des vraies voûtes, c'est la technique de la perspective de la Renaissance que nous avons. En fait, si je prends le phénomène, il est plat, il est bidimensionnel. Si j'interprète le phénomène, il y a 3 dimensions, interprétons un graphique. Si j'interprète le phénomène encore plus, je vois l'école d'Athènes, donc je vois la mise en place, l'hommage à la philosophie, un autre niveau de profondeur. Okay. Si je vois encore plus, je vois le narcissisme de Raphaël qui s'est mis les dents et qui se autophotographie, si on veut, fait un autre portrait à l'intérieur d'elle. Mais si je regarde encore plus loin, là j'ai une porte. C'est vrai. Et donc la profondeur, elle existe dans ces photos. Hein. C'est-à-dire que la profondeur, c'est qu'il y a un couloir, là c'est une porte dans laquelle on baisse la tête, on passe dans une autre pièce. Tout ça pour vous dire quoi? Il y a un paradigme fondamental qui est la notion de surface et de profondeur, c'est-à-dire plus avec les enfants, on arrive à leur faire interpréter un son. Là, en fait, j'ai démarré de l'interprétation la plus banale. C'est un portrait, pas un portrait, c'est une fresque, donc c'est 2 dimensions, il n'y a pas de profondeur. Si j'interprète la profondeur comme au sens euclidien du terme ou géométrique du terme. Bon, l'harmonie, là, c'est pas très fort. Hein. Et oh non, pardon, maîtresse, non, il y a la profondeur, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y a une profondeur dans la peinture, il y a 3 dimensions, c'est profond 30 mètres. Bon, Baboni n'est pas très fort non plus, je te dis que c'est l'école d'Athènes. Ah oui, alors c'est un hommage à la philosophie. Oui, mais Baboni, je te dis, ah, l'autre portrait, ah, mais non, mais en fait, tu viens pas. Ouah, alors tu vois aussi l'architecture, tu vois les contextes. Ça veut dire, si avec un enfant, quand il vous fait écouter un son, vous accédez à différents niveaux de profondeur, ok? Et l'enfant, lui tout seul, quand il entend un son, il est capable d'accéder à différents niveaux de profondeur. C'est un des paradigmes qui permet de pouvoir juger ce que l'enfant est en train de faire. Si l'enfant reste sur, comme Baboni au départ, il dira, c'est bidimensionnel parce que c'est une surface, soit le son ne permet pas d'accéder à plus de commentaires, okay, soit nous, en tant que maîtres, à l'intérieur du contexte qu'on est en train de décrire aux enfants, on n'est pas été très clair. Et on n'arrive pas à lui faire dégager plusieurs couches d'interprétation. Okay. Donc la notion de profondeur devrait nous servir pour pouvoir faire travailler l'enfant dans le contexte dans lequel on